5, 4. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette deuxième soirée de l'Université de la Vie d'Alliance Vita. Nous sommes vraiment heureux de vous retrouver. Voilà, pour cette édition 2018 dans un contexte actuel, vraiment d'actualité bioéthique avec ces états généraux de la bioéthique qui ont commencé jeudi dernier. Nous sommes plus de 7000 à suivre cette Université de la Vie édition 2018 dans plus de 140 villes en France et dans le monde. Vous pouvez voir sur la map monde qui va être présentée sur vos écrans. Nous avons présent sur votre écran cette map monde de quelques villes en France évidemment, mais également dans le monde. Vous voyez au Royaume-Uni, en Belgique, également aux Émirats Arabes Unis, au Nigeria. Voilà, bienvenue à tous et à toutes qui nous retrouvez pour cette 13e édition de l'Université de la Vie. Nous avons choisi cette année le thème du temps. Que faire du temps? La semaine dernière, nous avons réfléchi, comment vivre dans notre temps, comment être dans notre temps. C'est une nécessité de consentir au réel, d'être dans l'époque dans laquelle nous vivons. Une époque qui est tourmentée, comme vous le savez bien. C'est vraiment une époque difficile, en particulier pour tous nos sujets bioéthiques. Mais nous allons voir aujourd'hui, avec les réflexions de nos intervenants, comment être présent, comment vivre concrètement dans l'instant présent, dans le réel. Alors, vous avez reçu la semaine dernière deux questions pour nous dire quelles étaient, selon vous, les spécificités propres à notre époque, une spécificité qui vous préoccupe et une spécificité qui vous réjouit. Et nous avons fait donc un nuage de mots. Voilà, on peut voir, en tout cas dans les spécificités de notre époque qui vous préoccupent, principalement la question de l'individualisme. On voit également le relativisme, l'égoïsme, mais également l'immédiateté et la question des technologies. Qu'est-ce que ça peut nous dire, ces questions, c'est les mots que vous mettez en avant? Nous, on s'est dit que ce n'était pas tant une question d'utilisation disproportionnée de la technologie qu'une question vraiment intérieure de changement intérieur. C'est vraiment une invitation, selon nous, à changer notre regard, à nous changer nous-mêmes, à changer nos comportements. Deuxième nuage de mots, celui sur la spécificité qui vous réjouit, et comme mot principal, la communication. On a été un peu étonnés, mais effectivement, la communication, les outils de communication, les moyens de communication, également les modes de communication, qui sont finalement une chance, une opportunité pour notre temps. On voit également l'écologie, qui est une véritable question, qui arrive en deuxième position, la solidarité, l'espérance, l'engagement. Et si vous êtes là, c'est qu'effectivement, vous avez ce désir de vous engager. Alors ce soir, être présent, et plus spécifiquement, être présent dans le temps. Hier est révolu, demain est inconnu, c'est le présent qui s'offre à nous. Vous avez sur vos chaises ce guide « Je suis enceinte » et nous aurons l'occasion d'en parler avec notre première intervenante que j'invite à me rejoindre sur scène, Valérie Boulanger. Valérie, bonsoir. Vous êtes responsable du service d'écoute SOS Bébé. Vous êtes spécialiste des questions de maternité et de grossesse. Vous assurez également l'encadrement et la coordination des écoutants SOS Bébé. Ce soir, vous nous parlez de la réalité de la maternité en France. Aujourd'hui, Valérie Boulanger, c'est à vous. Bonsoir à tous. Être présent au temps, à soi-même, à l'autre, vivre et habiter le présent, l'apprivoiser, y consentir, tout ça, ça prend une dimension tout à fait particulière quand il s'agit de grossesse et de maternité. Le contexte général de la grossesse et le regard porté sur la maternité
a évolué de façon phénoménale depuis la généralisation de la contraception et de la possibilité de dissocier procréation et sexualité. Les normes qui s'imposent aujourd'hui dans notre société sur la grossesse et la maternité pèsent d'une manière toute particulière sur l'appréhension du temps et la capacité à vivre le présent, plus particulièrement quand il est inattendu, imprévu. L'expérience de SOS Bébé depuis plus de 20 ans nous donne quelques éclairages pour comprendre ce qui se joue d'une manière générale et aussi dans l'intime de chaque histoire, pour mesurer tout le poids de ce contexte. Elle nous montre aussi combien notre présence dans l'écoute est un appui qui peut être vraiment très fort pour accueillir ce qui se vit dans le présent et pour entrer dans ce temps de l'attente qui est celui de la grossesse et pour pouvoir le vivre. Il y a 4 normes majeures qui pèsent sur la grossesse et la maternité et qui sont autant d'obstacles pour vivre ce temps hors du temps qui est la grossesse. D'abord, la première norme, c'est une injonction. La maternité doit être une décision volontaire. Et pour envisager une grossesse, il faut d'abord cesser de ne pas la vouloir. Et cela passe le plus souvent par l'arrêt délibéré de la contraception. Et ce n'est pas si simple. Pas si simple de sortir d'un temps souvent long d'infertilité volontaire. Et tellement de conditions doivent être réunies pour, d'une certaine manière, avoir le droit d'envisager une grossesse. Des conditions affectives, de stabilité du couple, des conditions financières et matérielles, des conditions d'âge, des conditions familiales, d'espacement des naissances, de nombre d'enfants, des conditions professionnelles. Être prête, être prêt, se sentir capable. Avant même d'exister, la grossesse est interrogée. Il n'y a pas de place pour le hasard. Et cette décision, elle peut être vraiment difficile et accablante de responsabilité. Alors que le désir, et tout particulièrement celui d'un enfant, est toujours teinté d'ambivalence. Désirer un enfant doit être une démarche consciente, raisonnable, délibérée, programmée. Et n'est-ce pas un grand paradoxe que de juger le désir à l'aune du raisonnable et du programmable? Et quand une grossesse imprévue arrive, la première réaction, bien souvent, est de la considérer impossible et d'envisager son arrêt et l'avortement. En 2016, plus de 211 000 IVG ont été réalisés en France et il est admis que 33% des femmes avortent au moins une fois dans leur vie. Avant d'être vécue comme une grossesse, elle est d'abord une difficulté, un problème à résoudre, une décision à prendre. Et la solution étant de supprimer le problème le plus vite possible. Et on peut dire qu'aujourd'hui, l'avortement est une réalité de la vie des femmes et de leur histoire. 17% des femmes qui ont accouché en 2016 avaient vécu au moins un avortement. La deuxième norme qui pèse sur ce contexte, c'est la norme contraceptive et la place de la sexualité dans les relations de couple. La procréation n'est plus aujourd'hui le centre de la sexualité. Et on observe parallèlement à ça une sexualisation de plus en plus rapide des nouvelles relations après la rencontre initiale. Et la sexualité occupe une place sans précédent dans ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, dans les relations. Et l'engagement sexuel est la base et le moteur des relations et des couples. Par ailleurs, on voit aussi que beaucoup de personnes connaissent au cours de leur vie des expériences sexuelles sans projet de couple stable. Voilà le constat dans lequel on est. La contraception gomme toute idée de grossesse possible et elle est censée être fiable à 100%. Mais dans la réalité, les choses se passent bien différemment. Et nombre de femmes qui s'adressent à nous se retrouvent enceintes à la suite d'un accident ou d'un défaut de contraception. Et pas seulement parce qu'elles oublient leur pilule un jour. Et il est en fait admis qu'aucune méthode de contraception ne soit fiable à 100%. Et pourtant, peu de femmes, et encore moins d'hommes, en sont conscients, source de tellement de profonds malentendus. Et on explique souvent aux femmes qui se retrouvent enceintes alors qu'elles sont sous pilule ou sous stérilet, que c'est sans doute parce qu'elles sont hyper fertiles, de leur faute. Et le manque d'informations sur la réalité de la fiabilité de la contraception
est vraiment une vraie tromperie des personnes. Sans parler des risques que la contraception hormonale peut faire peser sur la santé des femmes. Un autre petit point à soulever, c'est que cette norme contraceptive en France, elle est le plus souvent médicale et féminine. Elle est sortie de l'intime des couples, pilule et stérilée. Et ce qui induit que la responsabilité de la contraception est principalement, voire exclusivement féminine, comme la responsabilité de son échec. En 2010, 72% des femmes qui ont eu recours à l'avortement utilisaient un moyen de contraception quand elles ont découvert leur grossesse. Une petite note optimiste, quand même, dans tout ce contexte. Entre 2010 et 2016, on a observé une augmentation sensible de la part des accouchements faisant suite à une grossesse sous contraception. Assez sensible pour que ça vaille le coup de la noter. 7,4% en 2010 et 9,3% en 2016. Presque 2 points de plus. Est-ce que c'est un recul de la fatalité? On ne sait pas. La troisième norme, c'est l'âge social de la maternité, qui est bien différent de l'âge biologique de la maternité. Et l'Observatoire national de la vie étudiante a publié en octobre dernier une étude vraiment intéressante sur étudier et avoir des enfants, qui montrait combien la parentalité étudiante, qui ne remplit pas les conditions de stabilité de couple jugées assez solides, ni celles d'avoir un emploi stable et rémunérateur, apparaît réellement comme quelque chose d'impensable. Un impensé social, disait le sociologue qui a rédigé cette étude, et n'est pas prise en compte, ou si peu, dans le système éducatif français. L'arrivée d'une grossesse durant les études donne lieu bien souvent à son interruption. Et ce sont les femmes, en effet, de 20 à 24 ans qui sont les plus concernées par l'avortement. 26 pour 1000, alors que le taux moyen est de 13,9 pour 1000. Chaque année, 4% des étudiantes vivent une IVG. Et elles ont représenté en 2015 plus d'un quart des femmes qui ont interrompu pour la première fois une grossesse. Parallèlement, l'enquête périnatale 2016 s'inquiète de la poursuite de ce qui est appelé le report des naissances à des âges de plus en plus élevés, alors que l'on sait que les risques pour la mère et l'enfant augmentent avec l'âge de la femme. L'âge moyen des femmes à la première naissance était en 2015 de 28 ans et demi, 30 ans et demi pour les femmes diplômées de l'enseignement supérieur. Et les spécialistes de l'infertilité s'accordent tous pour dire que la première cause d'infertilité, c'est l'âge, alors que la fertilité atteint son maximum autour de 20 ans et ne cesse de diminuer d'abord lentement, puis de plus en plus rapidement entre 30 et 40 ans. Des voix s'élèvent pour demander une éducation à la fertilité qui serait associée à l'éducation à la sexualité et qui serait comme ferait partie d'une politique de prévention de l'infertilité. Et aussi pour que dans notre pays, des vraies mesures soient prises pour qu'il soit possible et facile de concilier grossesse, maternité et études. La quatrième norme qui pèse, c'est cette apologie idéalisante de la maternité et de la grossesse, bien différente de la réalité vécue. Encore un autre paradoxe. Alors que les travaux sur la grossesse et son développement psychique nous apportent des informations précieuses, riches, pour comprendre ce que vit une femme enceinte, ce n'est pas l'image qui est relayée dans notre société. Et grossesse et maternité idéales qui doivent combler ce vivre dans la joie sont mises en avant dans la plupart des médias, dans le déni de l'ambivalence inhérente à la grossesse, qui est pourtant reconnue. Et les femmes se heurtent à cette espèce de mythe normatif maternel dans lequel la plupart ne retrouvent pas leur réalité intérieure quand elles sont enceintes. Et qui peut-être cause de beaucoup de doutes, de beaucoup de questionnements, et aussi de culpabilité, quand on éprouve des sentiments contradictoires, parfois violents, qui sont souvent le lot de la grossesse. En effet, le début d'une grossesse est marqué par un grand chamboulement hormonal et une modification profonde de l'équilibre psychique de la femme. L'ambivalence qui en découle entre je veux cet enfant et je n'en veux pas, les montagnes russes émotionnelles entre joie et doute et rejet sont très perturbantes et angoissantes si on ne sait pas que c'est une caractéristique de la grossesse, si on ne sait pas que cela participe de l'énorme travail d'accueil qui se fait et de la préparation à la naissance d'un enfant. Et cet état rend les femmes particulièrement fragiles, vulnérables,
vulnérables aux tensions, aux oppositions, aux pressions de leur environnement proche. Alors, tout cela laisse peu de place à la réalité de ce qui se vit et se joue dans l'intime des vies. Et cette injonction de décider, de maîtriser, de faire un choix s'impose. Et il n'y a pas de place, peu de place, pas de temps pour faire face à ce qui se passe, l'accueillir, s'y adapter, le vivre. Et nous sommes vraiment témoins dans notre service d'écoute que l'urgence ou l'obsession d'une décision à prendre peuvent couper littéralement de la réalité concrète d'une grossesse qui s'installe dans le corps d'une femme, de l'enfant qu'elle porte, du présent qu'elle vit, et qui s'inscrit dans un temps bien différent. Et c'est sur l'enjeu qu'il y a à sortir de ce temps impérieux de l'urgence d'une décision à prendre que je voudrais m'arrêter avec vous. D'abord, il y a besoin de temps pour sortir de la sidération. Les femmes vivent souvent un temps de sidération devant la découverte d'une grossesse imprévue, comme devant la découverte d'une malformation, d'une suspicion de handicap. Et un mécanisme de défense naturelle se met en place qui réduit l'embryon, le fœtus, à une chose, qui déréalise en quelque sorte la situation pour la mettre à distance. Et il faut du temps pour sortir de cette sidération et pouvoir se connecter à la réalité de ce qui se passe dans son corps et des émotions et sentiments qu'elle suscite. Et ça, c'est difficile quand le temps est compté, difficile quand les délais courent, difficile aussi alors qu'on se juge sur notre capacité à avoir la maîtrise de nos vies plutôt que sur nos capacités d'accueil et d'adaptation. Les signes de la grossesse s'installent peu à peu et deviennent sensibles et intelligibles pour la femme, souvent bien après sa découverte et sa confirmation par un test de grossesse. Et nombre de femmes engagées dans un processus d'avortement médicamenteux réalisent tout d'un coup, alors qu'elles viennent de prendre les premiers cachets pour arrêter leur grossesse, que ce n'est pas ce qu'elles souhaitent. Il y a aussi un besoin d'un temps intime et personnel. Une grossesse, c'est une aventure éminemment intime et personnelle. Et quand elle survient dans des conditions difficiles, de façon imprévue, des conditions qui ne correspondent pas aux normes admises, prendre le temps de son appropriation personnelle va être particulièrement important. C'est d'une aventure unique dont il s'agit. Accueillir et apprivoiser toutes les émotions, tous les sentiments contradictoires qui se bousculent, qui affolent, demande du temps. Et se fait bien difficilement quand on est confronté aux réactions souvent violentes, négatives de son entourage et aux réflexions automatiques d'ordre général. Et ce temps n'est pas facile à vivre dans notre société de la transparence où ne pas dire est souvent perçu comme un mensonge. Et dans l'écoute, Caroline nous en parlera tout à l'heure, nous sommes présents dans ce temps du chaos émotionnel, du dévoilement de ce qui est en jeu, des deuils à faire aussi. Nous sommes présents aussi dans ce temps d'expérience d'une grande solitude, alors que la grossesse met la femme dans un état de fragilité qui demande soutien et réconfort. C'est aussi un temps pour se préparer au temps de l'entourage, au temps du père, des parents, des amis, bien différent du temps de celui de la femme qui porte la grossesse. En effet, le temps de la mère n'est pas celui du père. Le temps de l'homme pour entrer dans la réalité d'une grossesse, pour accueillir son imprévu, pour s'approprier sa paternité, est bien différent de celui de la femme. Ce devrait être une évidence. Et il lui faut souvent du temps, beaucoup de temps souvent, et des signes visibles de la grossesse et de la présence de l'enfant. Je suis enceinte, il dit qu'il n'est pas prêt, il veut que j'avorte. Nous entendons cela si souvent. L'injonction de se déclarer prêt à être père pour pouvoir l'être et accepter de l'être ne correspond pas le plus souvent à la réalité de l'entrée dans la paternité. Et l'expérience de cette différence de temporalité est extrêmement difficile à vivre pour les femmes. Ont-elles le droit de passer outre le désir et la volonté exprimés, prendre le risque de la rupture et élever un enfant sans père, donner du temps au père, accueillir ses peurs, son opposition, son mutisme, son éloignement, est une épreuve pour les femmes, qui sont souvent alors tentées de le harceler pour obtenir un consentement qu'il ne peut encore donner. Harcèlement qui se vit dans la tension de l'urgence de la décision à prendre et qui peut avoir tristement pour conséquence la rupture et l'avortement.
Et nous sommes pourtant témoins bien souvent, des témoins heureux, que l'attitude des hommes évolue et que ce qu'ils affirment avec beaucoup de violence parfois ne préjuge en rien de ce qu'ils diront ou feront quelque temps plus tard et du père qu'ils pourront être pour leur enfant. Hommes et femmes sont bien peu informés de cette différence, source de tant de décisions d'avortement et de beaucoup de souffrances. Enfin, le temps de la grossesse est un temps long, le temps de l'attente. Entrer dans ce temps, c'est accueillir et vivre la temporalité inexorable du processus qui amène à la naissance d'un nouvel être humain au visage encore inconnu. Vivre l'attente de l'enfant qui se construit jour après jour au rythme imposé par la biologie, c'est vivre un temps hors du temps. Un temps qui façonne la mère, qui façonne le père aussi et tout l'entourage. Soutien et bienveillance sont aujourd'hui sans doute plus qu'hier nécessaires pour pouvoir accueillir une grossesse et vivre l'expérience de la maternité. L'ancrage dans la réalité aussi, sans idéalisation. Et je crois vraiment que nous sommes tous appelés, à un moment ou à un autre, par une rencontre, à être les compagnons d'un présent inattendu qui doit trouver sa place dans la vie d'une femme, d'un homme et ouvrir un autre temps. Merci. Merci beaucoup Valérie, merci beaucoup pour votre intervention. Voilà, une intervention qui nous vient du terrain, qui nous vient des services d'écoute. Moi j'ai relevé deux choses en particulier. La première, d'accepter le temps de la sidération pour la femme tout d'abord, mais également pour l'homme. Et également accueillir les temps différents justement entre le père et la mère, entre la mère enceinte et le père qui n'est pas enceint et qui découvre au fur et à mesure en voyant sa femme enceinte. Après ce temps d'enracinement dans le terrain, je vous propose d'accueillir un philosophe qui va nous parler du temps d'un point de vue philosophique. Je vous propose d'accueillir, s'il vous plaît, François-Xavier Bellamy. François-Xavier Bellamy, bonjour, bienvenue à notre université, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes philosophe et enseignant, normalien agrégé de philosophie, vous êtes professeur en classe préparatoire. Vous êtes conférencier également, fondateur de Filiales et Soirées de la Philo. Vous êtes également auteur d'articles et récemment d'un ouvrage, Les Déshérités. Vous allez nous parler de le temps en philosophie en temps réel. François-Xavier, c'est à vous. Bonsoir à tous. D'abord, c'est vraiment une très grande joie de vous retrouver ce soir pour cette édition de l'Université de la Vie et pour parler ensemble de cette question du temps. Alors, après ce que Valérie vient de nous décrire de façon si belle et si juste, je voudrais revenir peut-être sur cette question du temps que nous ne sommes pas les premiers à nous poser dans l'histoire. Question en effet tout à fait singulière que celle du temps, parce que le temps est un acteur majeur dans nos vies. C'est en tous les cas quelque chose dont nous ne cessons de parler. Nous nous plaignons sans cesse de manquer de temps, de courir après le temps. Nous avons sans cesse le sentiment que le temps passe trop vite. Et le temps devient souvent une obsession pour nous. La gestion du temps, la planification du temps, la projection dans le temps sont autant de choses qui mobilisent notre concentration et notre organisation quotidienne. Et pourtant, le temps qui joue un rôle si important dans nos vies, le temps dont nous ne cessons de parler, ce temps, nous ne le voyons pas. Nous ne le percevons pas. Nous n'avons pas affaire à lui. Et il nous est bien difficile de nous le représenter. La grande différence entre l'espace et le temps, c'est que le temps ne se perçoit pas immédiatement. Je ne vois pas le temps qui passe. Je vois les choses qui bougent autour de moi, je vois le ciel qui ne cesse de manifester que le jour avance et que la nuit arrive ou que la nuit se termine et qu'un jour nouveau commence. Mais je ne vois pas le temps lui-même. Ce que je vois le plus souvent, et là c'est le mouvement de la trotteuse sur ma montre qui me dit qu'il est temps de me presser et de courir derrière elle. Mais le temps lui-même, nous ne le percevons pas. Alors qu'est-ce que c'est que le temps dont il est question ici ? Cette question-là, elle est posée d'une manière très belle et qui est rentrée dans l'histoire de la philosophie de façon presque canonique par un très grand théologien qui est aussi un très grand philosophe et qui est saint Augustin. Dans les Confessions, saint Augustin, dans un texte très célèbre, se pose cette question. Qu'est-ce que c'est que le temps ? Après tout, si on ne m'en parle pas, si on ne me pose pas la question, je sais très bien ce que c'est que le temps. Je ne cesse de courir après lui.
Mais dès que je me pose la question, je me rends compte que je n'en sais rien. Qu'est-ce que c'est que le temps ? Au fond, pour répondre à cette question, nous avons devant nous 3 temps. Il y a le passé. Mais le passé, c'est ce temps qui n'est plus et qui donc n'existe plus. Le passé est retombé dans le néant. Il y a l'avenir. Mais l'avenir, c'est le temps qui n'est pas encore. Et par définition, s'il n'est pas encore, c'est qu'il n'existe pas du tout. Alors que nous reste-t-il ? Il nous reste le présent. Ce présent dont Valérie nous a dit qu'il était si nécessaire de se saisir. Mais comment se saisir du présent ? Parce que le propre du présent, c'est qu'il ne cesse de passer, justement. Le présent, c'est ce point qui court entre le futur et le passé. Le présent, c'est ce point qui, au moment où je le saisis, en fait, a déjà disparu. Dites présent, et le mot est déjà passé. Le présent est insaisissable. Le temps est insaisissable. Et par conséquent, si je cherche ce qu'est le temps, si je cherche où est le temps, je suis très vite désarçonné. Le temps, en fait, est ce qui n'existe qu'en tant qu'il tend à ne plus exister. Le temps est ce qui n'a d'autre réalité que de disparaître au moment où je crois le saisir. Raison pour laquelle, au fond, nos vies qui sont dans le temps semblent tellement nous échapper. À force de courir derrière le temps, nous avons le sentiment de courir derrière nos propres vies qui n'ont pas d'autre réalité que celle de nous fuir finalement, que celle de nous échapper. Qu'est-ce que c'est alors que le temps ? Au fond, ce qui peut nous mettre sur la trace d'une réponse plus satisfaisante, c'est que ces 3 temps dont parle saint Augustin, elles ont bien une certaine réalité. Mais cette réalité ne se trouve pas sur cette représentation que vous connaissez tous et qui nous vient la plus spontanément à l'esprit, cette représentation spatiale du temps qui fait que le temps serait comme une flèche avec d'un côté l'avenir, de l'autre côté le passé, et puis ce petit point du présent qui se déplace sur la flèche. Non, la réalité du temps, elle ne se trouve pas sous cette forme spatialisée. La réalité du temps, elle se trouve en fait en nous. Le passé a bien une certaine réalité. Et cette réalité, c'est l'attention que j'ai au passé. L'attention au passé, nous l'appelons la mémoire. La mémoire est bien la présence du passé en moi. Ce par quoi le passé m'est encore présent. Et la mémoire, nous le savons bien, est absolument nécessaire à chacune de nos existences, parce qu'elle est ce par quoi nos vies trouvent mystérieusement une forme de stabilité. Au fond, nous le savons bien, la vie est faite de mouvements, la vie est faite de changements. Et nous vivons d'ailleurs dans un monde, la modernité, dans une époque qui est marquée par cette fascination pour le changement, par cette fascination pour le mouvement. C'est même d'ailleurs, vous le constatez avec moi, une fascination collective, une fascination politique. Nous ne cessons de nous enthousiasmer pour ceux qui changent, pour ceux qui bougent, pour ceux qui se transforment sans cesse. Quelles que soient d'ailleurs nos sensibilités politiques, la réforme est devenue le canon de toutes nos passions. En 2007, c'était la rupture. En 2012, c'était le changement, c'est maintenant. En 2017, c'était en marche. Bref, il faut être en mouvement si on veut avoir une chance de survivre. Il faut changer sans cesse. Et nous venons de commencer le moment de la révision des lois de bioéthique qui, elles aussi, semblent devoir épouser ce mouvement permanent du monde, comme si la règle éthique devait s'ajuster à cette adaptation constante que l'univers exige de nous. Dans ce flux permanent, nous semblons ne pas échapper à la règle. Et de fait, nous sommes faits de ce mouvement. Nos corps, par exemple, ne cessent de se transformer. Chaque jour, des milliers de cellules en nous meurent et des milliers de cellules en nous naissent. Le grand biologiste et d'ailleurs ancien président du Comité consultatif national d'éthique Jean-Jacques Amezen dit que le sentiment que nous avons de notre propre permanence correspond pour partie à une illusion. Notre corps est semblable à un fleuve qui ne cesse de se renouveler, qui ne cesse de se transformer. Alors qu'est-ce qui fait que, étant nous-mêmes en permanence traversés par le changement, nous pouvons malgré tout atteindre une forme de stabilité, de permanence, d'identité ? Qu'est-ce qui fait que l'enfant que j'ai été un jour, que le jeune que j'ai été, sera le même que le vieillard que je serai devenu à mon tour ? Au fond, ce qui fait que notre identité demeure à travers tous ces changements, c'est la mémoire, le souvenir du passé qui construit mon identité. Mettons-nous d'une certaine manière à l'école de ceux qui
dans notre société sont atteintes du trouble de la mémoire, de la maladie d'Alzheimer par exemple. Ils nous disent à quel point est précieux ce temps passé qui demeure en nous sous la forme du souvenir, à quel point ce temps est nécessaire à la construction de notre propre identité, de nos relations avec les autres, de la stabilité de notre enracinement dans le monde. Il y a bien donc une certaine consistance de ce passé qui n'est plus et qui pourtant demeure fécond en nous sous la forme de la mémoire, sous la forme du souvenir. Il y a bien aussi une certaine consistance de l'avenir, parce que nous sommes présents à l'avenir, sous la forme du désir, sous la forme de la crainte. Nous ne sommes pas enfermés dans un pur présent. Nous faisons des projets. Nous regardons notre présent comme déjà habité par cette projection de l'avenir, par cette tension vers l'avenir. Il faut être présent à notre propre appréhension de ce qui va venir, être présent à notre propre inquiétude parfois et savoir l'écouter, être présent à nos espérances aussi et savoir leur faire confiance. Et puis, il y a une dernière présence, la plus nécessaire de toutes, la plus menacée aussi. C'est notre présence au présent. De fait, si le présent n'est rien d'autre que ce petit point qui court sur la flèche du temps entre le passé et l'avenir, le présent, vous l'avez vu, n'est presque rien, il n'est rien en fait. Et là encore, nous avons besoin, et c'est peut-être ce que nous oublions le plus, de conforter cette vacuité du présent par notre propre attention à lui. Le présent, dit saint Augustin, ça n'est pas ce petit moment infime, ce millième de seconde qui est là tout de suite maintenant et qui instantanément est passé. Le présent n'est pas cette espèce de falaise par laquelle le futur se transforme en passé. Le présent, comme le dira le grand philosophe Bergson au XXe siècle, c'est l'espace de notre attention. L'espace de notre attention à ce que nous sommes en train de vivre, à ce à quoi nous sommes présents. Or, nous le savons bien, rien n'est plus menacé dans le monde contemporain que le présent. On ne nous a jamais aussi asséné qu'il fallait vivre au présent, cueillir l'instant présent, nous saisir de ce présent et en profiter à fond. Et nous n'avons jamais moins bien su vivre la réalité et la densité de ce présent, de cette attention au présent, que depuis que la modernité nous a plongés dans ce mouvement permanent et dans tout ce que nous avons construit pour pouvoir être mobiles. À commencer bien sûr par les mobiles que vous avez tous dans vos poches. Un philosophe américain qui s'appelle Matthew Crawford a écrit un ouvrage récent que je vous recommande vivement et qui s'appelle Contact. Le titre de cet ouvrage en anglais est « Comment nous avons perdu le monde et comment le retrouver ». Et dans cet ouvrage, Crawford affirme que la denrée rare du XXIe siècle sera l'attention, la capacité d'attention. Nous voyons bien que le monde dans lequel nous vivons construit des outils de plus en plus perfectionnés pour mobiliser notre attention, pour la diffracter, pour la diviser. De telle sorte que d'une certaine manière, nous ne soyons plus jamais totalement présents à ce qui est présent devant nous. Que nous ne soyons plus jamais présents à une seule chose ou une seule personne à la fois. Et nous voyons bien de fait, et je le vois le premier en moi-même, à quel point il est difficile d'éviter que les écrans qui nous entourent ne finissent littéralement par faire écran entre nous et notre monde, entre nous et ce qui est juste là, devant nous. Alors je suis présent, bien sûr, je suis là, mais je suis en même temps ailleurs. Je suis présent, je suis là d'une certaine manière, mon corps est ici, mais mon esprit est ailleurs. Tu me vois, mais je ne te vois pas. Tu me parles, mais je ne t'entends pas. J'ai lu récemment sur Twitter cette petite plaisanterie qui m'a fait rire, bien qu'elle soit assez grinçante. C'est la plaisanterie de quelqu'un qui dirait à sa conjointe ou à son conjoint « Tais-toi, tu me déranges de regarder mon téléphone. Tu m'as encore empêché d'être attentif à ce qu'il y avait sur mon fil d'actualité. » Et de fait, bien souvent, l'autre devient un obstacle pour nous dans cette attention que nous voudrions porter toujours plus loin, toujours ailleurs, toujours en dehors de ce monde réel devant lequel nous sommes présents. Et pourtant, ce monde réel est la condition de notre rapport au temps, la condition de la consistance du présent. Le présent n'est rien si nous ne sommes pas présents à lui. C'est ainsi, d'une certaine façon, que le temps agit sur nous et que nous pouvons retrouver la consistance de ce temps. Valérie nous a magnifiquement montré à quel point
le présent était ce à quoi il fallait être présent. Le temps si merveilleux, au cours duquel une vie nouvelle naît dans le corps d'une femme, au cours duquel une vie nouvelle se prépare à être accueillie dans un couple. Ce temps-là, c'est le temps présent. Et le présent peut durer 9 mois. Mais le présent, c'est ce à quoi il faut être attentif. Pour une raison très simple, c'est que le présent, si nous n'y sommes pas attentifs, n'est pas infiniment donné. Ce qui fait la valeur infinie du temps présent, de chacun des instants du temps, de chacune des personnes que nous rencontrons dans le temps, c'est le caractère limité de toutes les choses qui sont dans le temps. Le temps n'existe, et je sais que vous rencontrerez Martin Stephens qui vous en parlera mieux que moi, le temps n'existe dans notre vie que parce qu'il est limité par cette borne décisive qui s'appelle la mort. Si le temps passe, c'est parce qu'il est fini. Et s'il est fini pour chacun d'entre nous, c'est parce que nous allons mourir un jour. Cela n'a rien qui doive nous paraître déprimant, au contraire. C'est la condition pour redécouvrir la valeur infinie de chacun des instants du temps et la nécessité urgente d'y être authentiquement présent. Le présent est le seul bien que nous pourrions perdre sans pouvoir le retrouver. On peut perdre de l'argent et peut-être le retrouver. On peut perdre de l'espace et peut-être le reconquérir. Mais quand on a perdu le temps, quand on a perdu le présent, c'est sa vie qu'on a perdue d'une certaine manière et qu'on ne retrouvera plus. La mort est en ce sens la condition pour que nous soyons authentiquement vivants, c'est-à-dire authentiquement présents à chacun des instants du temps. Nous ne pouvons que très difficilement imaginer ce que serait l'éternité. L'éternité n'est pas un temps infini. L'éternité, c'est l'absolu du présent, c'est l'absolu de la présence. Et d'une certaine manière, être authentiquement présent à toutes les choses qui sont dans le temps, c'est déjà d'une certaine façon vivre une expérience de leur éternité. Vivre l'expérience d'une présence qui, dans son caractère absolu, nous sera peut-être donnée pour pouvoir goûter ce que sont les choses quand nous sommes vraiment avec elles, pour pouvoir goûter ce que nous sommes quand nous sommes vraiment présents à nous-mêmes. Voilà sans doute le plus grand défi qui nous attende. Parce que la catastrophe qui pourrait nous arriver, et elle nous menace tous encore une fois, la catastrophe qui pourrait nous arriver n'est pas qu'il faille mourir un jour, cela nous arrivera tous. La seule catastrophe qui pourrait nous arriver serait de n'avoir jamais vraiment vécu, de n'avoir jamais été présent à ces moments du temps qui nous sont donnés, et c'est peut-être après tout le sens de ce temps réel que nous redécouvrons dans l'attention à ce qui nous est donné, à ce qui nous est donné comme un cadeau dont la valeur est infinie, à ce qui nous est donné comme un infini présent. Merci infiniment pour votre attention. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy, merci beaucoup pour votre intervention de haute volée. Voilà cette invitation à vivre avec attention. Voilà ce que je retiens de votre intervention, Monsieur Bellamy, avec le passé qui pour nous est mémoire, le passé qui est rendu présent par la mémoire, le futur qui est déjà présent dans le désir ou la crainte, et le présent qui est véritablement cet espace qui est le nôtre. Je vous propose, comme une entracte, voilà, après ces deux riches premières conférences, d'écouter ce témoignage d'une membre d'équipe d'Alliance Vita qui s'appelle Clotilde, qui est infirmière en cancérologie et qui nous partage ses réflexions concernant le temps et comment elle vit le temps en tant que soignante. Je suis infirmière et en tant qu'infirmière, c'est vrai que cette question de que faire du temps, je ne me la pose jamais. Parce qu'au travail, les choses s'enchaînent, je pose des actions, je vais, je viens, j'ai toujours quelque chose à faire. Et prendre le temps de prendre un petit peu de distance par rapport à ce vécu que j'ai de mon travail à l'hôpital, cela m'arrive rarement. Donc c'est une opportunité pour moi aujourd'hui de pouvoir réfléchir avec vous sur que faire de ce temps en tant qu'infirmière, de soignante. Quel est mon rôle en tant que soignante dans ce temps qui m'est donné, dans ce lien que je crée avec mes patients, dans cette relation soignante-soignée que je vis tous les jours. Quand je me présente à mes patients, qu'est-ce qui se passe ?
Le temps est décompté, peut-être en minutes. Il me faut prendre conscience que j'ai un temps limité, que mes collègues vont et viennent à côté et que les choses doivent s'enchaîner, que la journée doit se terminer et que les soins doivent se suivre, c'est les soins continus. Alors, qu'est-ce que je peux faire de ce temps qui m'est donné ? Ce temps qui m'est donné, il est à la fois quantifiable et à la fois il est aussi l'atemporel du soin. Cet atemporel du soin, il est pour moi fondamental. Il est fondamental parce que c'est la relation qui se crée entre moi et mon patient. C'est le temps d'une rencontre, le temps d'un dialogue, le temps d'un lien qui se noue au fil du temps, au fil des étapes que vit le patient. En tant que soignante, j'ai à prendre en compte le temps que vit le patient. Ce temps, c'est peut-être le temps d'un renoncement, le temps d'une rupture, le temps d'une prise de conscience qui peut être douloureuse dans le vécu du patient par rapport à sa maladie. J'ai à soigner en prenant en compte cette réalité du patient qui est aussi importante que finalement la perfusion que j'ai à poser ou que le soin que j'ai à faire. Cette réalité d'avoir le temps, je sais bien que parfois, dans certains lieux, on n'a pas assez de temps, on en souffre. Le temps peut devenir vraiment un ennemi quand on n'a pas le temps de s'asseoir auprès de notre patient et de prendre le temps de l'écouter. Mais finalement, ce que l'on peut faire ne se quantifie pas en temps. Alors c'est peut-être idéal, mais sourire ne prend pas de temps. Écouter le patient prend du temps, mais finalement cette bienveillance qu'on peut avoir, ça passe par notre manière d'ouvrir la porte, de frapper à la porte même, et de poser une chose ou une autre dans la chambre, d'investir l'espace et l'environnement du patient. Tout cela aide le patient à se sentir considéré, à se sentir aimé et à peut-être mieux vivre le temps qu'est pour lui ce temps du soin, ce temps de la thérapie, ce temps de l'épreuve. Et nous accompagnons tout ça. Nous prenons le temps en tant qu'infirmière de vraiment vivre et d'accueillir cette réalité du patient. Je suis très sensible en tant qu'infirmière de pouvoir être disponible aux patients, c'est-à-dire de ne pas être dans la chambre d'à côté alors même que je suis déjà en consultation avec ce patient, de prendre le temps vraiment d'être ici et maintenant, d'être présent au temps qui m'est donné et de le vivre pleinement, qualitativement et pas quantitativement. J'espère que dans le futur, dans l'avenir, les hôpitaux, nos services nous permettront de continuer à œuvrer pour cette qualité des soins qui est vraiment fondamentale et qui nous apprend beaucoup de nos patients et de la vie avec un grand V. Voilà une belle incarnation de disponibilité. Clotilde, qui est membre d'Équipe Vita à Paris. Vous avez l'occasion de recevoir des petits papiers blancs, c'est pour poser vos questions auxquelles les intervenants pourront répondre à la table ronde en deuxième partie de soirée. C'est le temps du décodeur bioéthique. Comme chaque semaine, nous vous proposons d'avoir des outils concrets pour argumenter et des clés de compréhension du débat. Et ce soir, nous accueillons Tugdual Derville. Tugdual Derville, délégué général d'Alliance Vita. Être présent dans le débat, c'est à vous. Alors, chers amis, bonsoir. Avant de commencer, je voudrais laisser la parole au président de la République, quelques instants. J'ai dit enfin que je respecterais l'ensemble des convictions. Sur ces sujets de société, le politique ne doit pas imposer un choix en brutalisant les consciences, des convictions profondes que je respecte chez chacune et chacun. Et donc je souhaite que, durant l'année 2018, nous puissions avoir ce débat de manière apaisée. Bonjour. Comment être présent dans le débat? Comment être présent d'une façon à la fois efficace, mais peut-être surtout féconde? Me voilà en chair et en os. Comment être présent effectivement dans le débat? Le président de la République nous a promis un débat apaisé. Je voudrais, pour introduire mon décodeur, nous mettre en garde contre deux écueils.
Le premier écueil, c'est dans les débats, qui peuvent être des débats interpersonnels, en famille, avec des amis, des voisins, des collègues de bureau, à la télévision. Premier écueil, être le clown mou du débat. Blanche Trèbe nous a parlé de dialectique la semaine dernière. Eh bien, le but de la dialectique, souvent, quand elle est péjorative, c'est de nous transformer en clown qui finalement valorise les autres et comme un repoussoir. Vous savez, quand le clown qui fait toujours rire, on rit toujours à ses dépens. Premier écueil. L'écueil inverse, ça serait d'avoir des arguments massus. C'est tellement simple. La vie, parfois, se démontre par A plus B et ça hérisse les arguments massus. La démonstration implacable. Alors, comment être présent? Eh bien, première réflexion, mesurer la difficulté qu'ont les êtres humains d'accueillir la vérité, qui peut être la vôtre, la mienne et celle de nos contradicteurs. La vérité est très simple, mais elle se heurte souvent au cœur compliqué des hommes. Chercher cette vérité est majeur, mais moi j'essaie dans les débats de regarder la psychologie du décideur, la manière dont il est peut-être conditionné. Qu'est-ce que la vérité? Vous connaissez cette fameuse phrase. Et souvent, lorsque la vérité gêne, elle est conçue comme un rapport de force. La vérité gêne quand la personne va devoir changer son mode de vie, perdre peut-être son métier, son argent, sa notoriété, si elle accueille vraiment cette vérité. Je me souviens avoir été très frappé par le kinésithérapeute de Vincent Humbert, ceux qui s'en souviennent, un jeune homme qui avait été euthanasié. Et j'avais demandé à Hervé Messager la raison pour laquelle il avait pris sa défense après sa mort, en disant qu'il voulait vivre. Et Hervé m'avait répondu, je fais ça par amour pour la vérité. Voilà, un amour vraiment qui l'avait rendu extrêmement courageux, mais c'était pratiquement héroïque. Souvent, nous préférons le déni par rapport à la réalité. L'homme est capable de nier l'évidence en présence même de l'évidence. Je me souviens d'un débat que j'avais eu au Parti radical en présence de députés, de parlementaires devant Jean-Louis Borloo. Et j'étais opposé au président de l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens. Et j'avais dit, nos familles sont fragilisées, nos familles errent parfois, et notre errance affective, familiale, finalement, les enfants la payent. Les enfants souffrent de cette errance. Et je me souviens que Jean-Louis Borloo avait conclu ce colloque, alors que j'avais été applaudi sur cette parole de bon sens, en disant « Les enfants s'adaptent ». Parce qu'il avait parlé de son histoire personnelle. Les enfants s'adaptent, c'était ce qu'il pouvait entendre comme vérité. Deuxième réflexion, après la réflexion sur la vérité, justement être présent dans les débats. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on est vraiment présent réellement, si je suis vraiment présent à vous aujourd'hui, je suis là avec mes vulnérabilités. Je ne peux pas faire le beau. Je suis là avec mes faiblesses, mes limites, mes doutes, bien sûr des convictions aussi ancrées. Venir avec sa vulnérabilité, c'est une condition majeure pour être vraiment présent dans le débat. Deuxièmement, je dois consentir à la présence de l'autre, c'est-à-dire rendre hommage en moi-même à sa part d'humanité. Être vraiment celui qui le considère comme partageant avec moi une commune humanité. C'est absolument essentiel si on veut engager un véritable débat au présent. Troisième réflexion, éprouver de la sympathie. Éprouver de la sympathie pour l'adversaire. J'aime beaucoup la phrase de Maurice Zindel qui dit « Seul un éclair de bonté peut permettre à une personne à accueillir son identité la plus profonde. » Et c'est vrai que c'est très difficile pour les personnes de descendre leur masque, de perdre leur défense, de quitter leurs idéologies. Et c'est nécessaire du coup pour nous aussi de perdre notre désir de gagner dans le débat, si on veut un débat véritablement authentique. Perdre le désir de gagner, ça ne veut pas dire perdre le témoignage de la vérité, rendre témoignage à la vérité. Mais vous voyez que c'est bien différent, cette envie souvent nombriliste de marquer des points, qui transforme souvent en match de boxe les débats, où finalement chacun reste sur son quant à soi. Et j'ai remarqué en adoptant cette posture de renoncer parfois, parce que je l'ai choisi, à gagner et à exprimer de la sympathie pour mes adversaires, que finalement ils s'épuisaient à taper sur un édredon. Parce que, vous imaginez, c'est physiquement fatigant. Troisième réflexion, enfin, je voudrais partager avec vous des clés pour un débat bienveillant. Un débat qui serait bien sûr autre que certaines joutes politiques qui sont parfois marquées par tant de dialectique qu'on se demande qui vraiment croit en ce qu'il dit.
Alors que serait un débat bienveillant? Premièrement, je nous propose de nous définir dans le débat chacun, mais de ne pas définir l'autre, de s'abstenir d'étiqueter l'autre, de s'abstenir de coller sur son front les étiquettes, qu'elles soient d'ailleurs infamantes ou péjoratives ou qu'elles soient même positives. Trop souvent, on instrumentalise, on chosifie l'autre, on ne le considère pas vraiment comme présent lorsque on l'arrange à notre sauce. Et si bien sûr on me caricature, je vais m'en défendre. Et je vais enlever tous les oripeaux qu'on met sur mon dos pour être moi-même présent et non pas la caricature qu'on veut faire de moi. Premier principe, chacun se définit et on s'abstient de définir l'autre. Deuxième principe, je vais essayer de partir de points d'entente. J'ai mis dans mon blog en exergue « Accordons-nous sur nos désaccords ». Je viens d'une fois d'avoir discuté avec Valérie Pécresse, qui était ministre de la Recherche, et qui me disait qu'elle respectait l'embryon. Dans un dîner à une dizaine de personnes, moi je respecte l'embryon. Et je dis c'est pas possible. Elle venait de se vanter, en tout cas de se féliciter, pour être non péjoratif, d'avoir fait advenir en France le système du double DPI, double diagnostic pré-implantatoire. On trie 2 fois les embryons, une fois pour qu'il soit indemne d'une maladie qu'on veut lui éviter, et une fois pour qu'il soit compatible avec un frère ou sœur déjà né porteur de cette maladie. L'idée étant de soigner le frère ou la sœur, mais il faut fabriquer à peu près 100 embryons pour que naisse celui qui, éventuellement, sera ce bébé dit du double espoir ou bébé médicament. Et donc, évidemment, moi, je considère que l'embryon est respectable. Et elle, en discutant avec elle, j'ai découvert qu'elle avait une vision progressive de l'humanité de l'embryon. Une vision d'ailleurs qui correspond peut-être à notre propre psychologie, parce que c'est difficile d'accorder du prix à celui qu'on ne voit pas. Mais en tout cas, on a pu s'entendre sur nos désaccords et voir là où le bas blessait entre nous. Le débat avait bien avancé. Ensuite, dernier principe, c'est la nécessité de gravir sur la colline de l'autre. C'est-à-dire d'essayer d'aller épouser le point de vue de l'autre. De sa colline, comment me voit-il? Ne suis-je pas la caricature de mes positions? N'a-t-il pas de bonnes raisons de contester ma légitimité à parler d'un sujet? Et de sa colline, je peux voir les choses aussi différemment quant à ce que nous travaillons ensemble. Sur son propre point de vue, peut-être que je vais pouvoir changer un peu de ma façon de voir. Et je pense que la cerise sur le gâteau de ce débat bienveillant, si chacun se définit, si je pars de points d'entente, si je cherche ensemble à discerner les points de désaccord, ça serait de reconnaître qu'il me fait bouger. Alors peut-être ça va vous étonner, et moi je crois que chacun détient bien sûr une part d'humanité et aussi peut faire grandir cette vérité. Nous pouvons creuser ensemble le puits de la vérité. Et donc je vais pouvoir exprimer publiquement qu'il m'a fait bouger. Je me souviens que pour ce qui concerne une discussion avec Jean-Luc Romero, avant le débat, et on peut dire qu'il est un débatteur assez coriace, il avait un gros dossier sous le bras. Et il m'a dit, ah là, ça c'est difficile, je lui ai dit, c'est beaucoup de travail, vous avez beaucoup... Il m'a dit, oui, ça c'est autre chose, ça. C'est les trithérapies en Afrique. Ils sont en train d'arrêter le financement des trithérapies contre le sida en Afrique. Et je lui ai dit, sur ce sujet-là, je peux vous suivre. Le lendemain, j'ai fait un tweet de soutien à une prise de position qu'il avait et il m'avait retweeté. Et donc, on a pu établir une forme de sympathie, malgré l'hostilité très manifeste qu'il a à mon endroit et parfois très brutale, je dirais, autour d'un sujet que je connais mal, mais où j'ai vu qu'il s'engageait fortement, avec toute la force aussi de son histoire personnelle, puisqu'il est lui-même porteur de VIH. En conclusion, je crois qu'on peut affirmer que plus on est sûr de ses convictions et plus on peut les remettre en question dans un débat sans avoir peur de perdre. Deuxième réflexion, l'état intérieur avec lequel j'arrive, il se voit comme le nez au milieu de ma figure. Autrement dit, vous connaissez la formule, je la répète peut-être un peu trop souvent, ce que je suis crie plus fort que ce que je dis. J'entends parfois des personnes qui me disent « Qu'est-ce que je peux dire à ma belle-sœur? Qu'est-ce que je peux dire à ma mère, à mon frère qui me dit ça, qui n'est pas d'accord ?» Et je n'ai pas une recette toute simple en termes d'argumentaire. C'est ce que je suis, c'est ce que la personne est par rapport à l'autre qui va marquer peut-être les esprits, qui va peut-être ouvrir les cœurs. On ne gaffe pas les personnes d'arguments comme des oies. On ne peut que réveiller au fond de leur cœur l'amour de la vérité, ce qui nécessite beaucoup de bienveillance, d'où les clés du débat bienveillant. Et enfin, le débat bienveillant, ça ne veut pas dire un débat mou, un débat sans conviction.
Il peut nous arriver d'être agressés par des journalistes en disant des petites phrases « vous êtes arc-boutés sur vos convictions ». Et on peut répondre que oui, dans certains domaines, on ne transige pas. Il y a certaines portes qui doivent être fermées et quand elles sont entrouvertes, on sait que la porte va être battante. On peut être viril sans pour autant perdre cette bienveillance qui, à mon avis, dans les débats de société où il y a tant et tant de souffrance, est absolument nécessaire. Il y a dans notre pays, on le dit souvent, une sorte de secret de famille et nous sommes tous peut-être conscients que dans les familles où il y a des secrets, ils sont très difficiles à lever. Pour les lever, il faut que les personnes sentent que lever ces secrets va être libérateur. Ça ne peut se faire que dans la bienveillance. Et alors, nos débats aboutiront à une plus grande vérité et aussi un plus grand respect de la vie des plus fragiles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Tullio Alderville. Merci beaucoup pour ce décodeur bioéthique de cette deuxième soirée. Sans transition, je vous invite et je vous propose de faire cet exercice à 2 ou 3 autour de vous avec vos voisins. Un exercice pour exprimer vos convictions avec fermeté tout en gardant la paix. Alors, l'exercice suivant, réfléchir à un sujet bioéthique qui provoque en vous une grande colère. Nous avons tous des sujets qui peuvent provoquer chez nous une grande colère. Et avec donc vos voisins, verbalisez cette colère en travaillant à partager vos convictions dans une grande paix intérieure. Voici l'exercice. On prend 5 minutes.
Voilà, c'est un bel exercice. Je crois que c'est un exercice que nous pourrions faire plus souvent, plus régulièrement. Je vous invite maintenant à vous recentrer, à vous concentrer de nouveau. Je demande votre attention. Être présent, c'est ça, c'est être attentif. Voilà, merci beaucoup. Je vous propose de reprendre la suite de notre soirée. Et pour continuer, je vous propose cette vidéo, une vidéo qui présente un hommage à Jean Vanier. Jean Vanier que nous avions invité à venir intervenir dans notre Université de la Vie. Jean Vanier qui est très âgé maintenant et qui malheureusement n'a pas pu se déplacer. Il a préféré se reposer. Donc cette vidéo nous donne de goûter véritablement à cet engagement, cette œuvre riche et profonde de l'Arche, qui est vraiment l'œuvre fondatrice de Jean Vanier. Jean Vanier qui par ailleurs a préfacé un livre de Tugdual d'Herville, le dernier livre qu'il a écrit sur À bras ouverts. Donc c'est cette œuvre, là pour le coup, fondée par Tugdual d'Herville, l'accompagnement de personnes porteuses de handicap. Donc je vous propose de voir ce bel hommage à Jean Vanier qui est assez court, mais qui nous donne de voir, de contempler dans le présent quelques beaux visages de personnes porteuses de handicap. Ces personnes qui ont toujours été le cœur de l'émerveillement et de l'engagement de Jean Vanier. This is how it began, in a very simple way, in a very poor way. Many people sort of felt that we were crazy. Voilà une belle bande-annonce pour ce film sur Jean Vanier. Je vous propose de continuer dans cette série de témoignages avec les grands témoins de ce soir qui sont Sophie et Damien Lutz. Sophie et Damien sont parents de 4 enfants, dont une fille assez lourdement handicapée. Ils vont nous partager ce soir ce que c'est que de vivre le temps avec une personne polyhandicapée. Sophie est conférencière et chroniqueuse. Elle est l'auteure de Philippine, donc leur fille, Philippine, la force d'une vie fragile, édité en 2007. Également auteur de Donne-moi un baiser de ta bouche, en 2016. Damien, quant à lui, est directeur de cabinet immobilier d'une 20aine de salariés. Et avec son épouse, ils accompagnent des couples. Damien et Sophie Lutz. Sophie, bonjour. Bonjour Blanche. Alors le temps c'est un défi pour chacun d'entre nous. Vous êtes parents de 4 enfants, dont Philippine qui a 17 ans et qui est polyhandicapée. Qu'est-ce que Philippine vous a appris à chacun d'entre vous sur le temps? Tu veux commencer? Philippine, elle nous a fait changer notre rapport au temps. Parce que ces handicaps multiples et lourds font qu'avec elle, on est obligé de ralentir, on est obligé de prendre le temps. Et du coup, on est obligé de se mettre de changer de rythme.
de faire tout son rythme en fonction de quelqu'un qui va pas vite. Et donc un mode de présence qui s'étire. Et donc on a l'impression à la fois par la multiplication des soins, etc., que le temps s'étire, qu'il faut il faut consacrer beaucoup d'heures par jour, etc. Et en même temps que ce temps qui nous est donné, dans lequel on est contraint de rentrer, on est amené à l'habiter d'une certaine manière. Et donc là, on se dit comment je vais habiter ce temps. Et voilà, il faut créer au fur et à mesure des années comment est-ce que je vais re-rentrer dans ce temps-là aujourd'hui qui m'est donné avec elle. Enfin, je pense au lundi matin où il y a 1h30 là, avant qu'elle parte, où on se dit allez, c'est parti pour 1h30. Qu'est-ce que je fais? Enfin, bien sûr, je vais faire plein de gestes pendant ce temps, mais comment je vais être à l'intérieur de moi? Quel type de présence je vais offrir à Philippine dans ce temps qui est long? Moi, j'ajouterais, comme Sophie, qu'elle m'a beaucoup éduqué sur ce qu'était la vraie présence à une personne. Alors, effectivement, c'est rentré par sa fragilité. Et qu'on passe moi je passe vraiment, c'est du temps qui dure avec elle, Sophie vient de le dire, parce qu'on n'est plus dans des... Alors il y a des horaires à respecter, mais il faut prendre le temps ou les marges. Et puis que ce temps qui dure m'a fait passer de la dureté de ce qu'elle est et de ce que je pouvais être à la durée justement, à cette durée qu'on peut habiter. Et alors là c'est du soin et de la présence. Après je pense que c'est transposable pour sa femme, pour ses enfants et puis pour toute personne avec qui on est amené à parler. Donc voilà, c'est une grande éducatrice du temps qui dure. D'accord. Et être présent du coup comme ça auprès d'une personne fragile, est-ce que ça vous a appris, je vois bien beaucoup de choses, est-ce que ça rayonne sur d'autres manières d'être présent avec vos autres enfants, entre vous, avec tout le reste des interactions qu'on peut avoir dans nos vies de tous les jours? Alors moi je pourrais dire que ça cultive en moi trois vertus, ils ne sont pas finis de cultiver, donc ça pousse. La patience déjà, parce que justement il faut accepter de prendre le temps. La persévérance, parce que ce temps qui dure, il va revenir. Donc il faut reposer les mêmes gestes infiniment souvent. Voilà. Et puis beaucoup de modestie, parce qu'on découvre petit à petit, moi j'ai découvert petit à petit qu'en fait, Philippine entre autres, mais toute autre personne, elle était plus grande que moi en fait. Et donc qu'il fallait vraiment en toute modestie être à son service. Et puis accepter de ne pas savoir non plus, même si je suis normalement celui qui sait, mais souvent je suis celui qui ne sait pas, elle me le rappelle. Voilà, donc ça cultive vraiment ces trois vertus, patience, persévérance et modestie, entre autres. Moi je pense que je suis moins dure et moins jugeante sur le temps des autres, justement, sur le temps qu'il faut et sur le temps nécessaire pour mûrir certaines choses en soi. Qu'il faut beaucoup de temps quelquefois pour comprendre quelque chose en soi et du coup peut-être je suis plus indulgente quand je vois les autres patiner sur quelque chose et mettre du temps à comprendre, parce que finalement en fait avant j'étais beaucoup dans la compréhension des choses et là j'ai compris que je comprenais pas que je comprenais pas tout et c'est dans le temps qu'on voit ça. De la même manière que maintenant je sais que les autres ils ont besoin de temps quelquefois pour mûrir des choses en eux et voir ce qu'ils ont à voir en eux, je peux l'accepter parce que moi j'ai vu que je mettais des années quelquefois à corriger telle chose ou telle autre dans mon rapport à elle, et puis même dans le rapport à Damien, le temps qu'on met à se dire bon certes j'accompagne une fille qui est souffrante, mais j'accompagne un mari qui est le père souffrant d'un enfant souffrant. Et donc toutes les relations sont impactées et donc qu'il faille du temps, qu'il m'ait fallu tellement de temps pour ouvrir les yeux sur certaines choses, me rendre compte que par exemple quand je m'occupe de Philippine, si je suis juste énervée parce que justement je trouve que le temps dure, je lui offre à côté d'elle une présence énervée, c'est pas un cadeau, et donc de quoi on est habité pour l'offrir à l'autre finalement. Oui, c'est une transformation intérieure, quotidienne, c'est moi jamais gagné. J'étais tellement résistante à ça dans le temps que voilà, ça a créé une sorte d'indulgence. Le temps a fait son usure pour... Voilà, c'est ça, pour se dire que les autres ont droit de temps pour changer. D'accord. C'est ça. Et comment vous regardez du coup notre société, notre monde là, qui va de plus en plus vite, les réseaux sociaux, on zappe... Quel regard vous avez là-dessus,
rapidement, bien sûr. On n'a pas le temps. Le temps des réseaux sociaux. Moi qui suis tout le temps sur Twitter, Facebook. Non, je refuse obstinément. Non, je dis pas, c'est des outils, ce sont des outils, mais effectivement, on est dans l'immédiateté, que ce soit l'information, mais même devant son écran, hein, quand ça met plus de, je sais pas, un quart de 10 secondes de sélectionner une page sur Internet, on s'énerve immédiatement, on s'impatiente. Et justement, alors par la personne souffrante, qui nous, ou fragile, on va dire plutôt, qui nous met dans le temps, dans la durée, pour moi, c'est un des antidotes fondamentaux du monde d'aujourd'hui, c'est ça. Voilà, parce que, et c'est le lièvre et la tortue, voilà, quoi. Alors oui, c'est ça qui arrivera le premier à voir. C'est mais c'est vraiment. Moi, je crois que la tortue a la victoire. Donc c'est une chance de pouvoir côtoyer des personnes plus lentes, enfin qui nous obligent à ralentir en fait. Mais en fait, on s'aperçoit que toute personne finalement nous oblige à ralentir, parce que si je veux vraiment vous écouter, faut que je prenne le temps de vous écouter, sinon je vous écouterai pas. Ou alors j'écouterai l'idée que je me fais de vous. C'est plus rapide, parce que je me suis déjà fait l'idée. Ah oui. En fait, non. Donc voilà. Donc c'est fondamental de cultiver cet intérêt pour les plus fragiles, et puis même parce qu'ils en ont, pas simplement parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils nous apportent beaucoup. Ouais. Puis on pourrait retourner le truc à l'envers. La question de la présence, c'est aussi la question de l'absence. Et donc, où est-ce que je suis absent ? À quel moment, en fait, je suis là, mais retiré. Et ça, on le vit beaucoup en famille ou même avec les autres. Le fait de courir et d'accélérer, puisque c'est ça qu'on évoque, le fait d'aller très vite, c'est une forme d'absence finalement. Et je ne sais pas si on peut être présent vite. J'ai l'impression que ça ne matche pas. Que ça crée l'absence, la vitesse. Et d'ailleurs, quand on voit bien, c'est comme si la présence, il fallait réduire l'espace aussi. Pour être présent, se dire, ne pas se projeter ailleurs, et de se dire, je vais être là dans un espace un peu restreint, et parce que l'absence, c'est une manière de partir ailleurs, de partir dans sa tête, de partir dans ses idées. Ça nous ramène à... et ça, au quotidien, mais c'est tout le temps, quoi. Ouais. Quand les gamins rentrent de l'école, qu'ils ont envie de raconter leur truc, mais inintéressant, mais que eux, ils trouvent tellement important, et de se dire, je ne m'absente pas, je vais m'intéresser. Ouais, c'est ça. Et je vais même m'intéresser à alors justement, est-ce que vous auriez, pour nos participants là qui nous écoutent, une clé, chacun d'entre vous, une clé pour être présent ? Moi, je voulais juste ajouter après, mais ça peut répondre à la question. Je crois que ça nous ramène à notre corps toujours, et puis à notre sensibilité. C'est ça qui est indispensable. On ne peut pas être présent si on n'a pas un corps, déjà. Mais même, et si on n'est pas dans son corps, on n'est pas présent non plus. C'est-à-dire, je peux être là et puis pas là. Ouais. Donc ça nous ramène à la sensibilité, au corps sensible. Quelqu'un qui souffre, parce qu'il a un corps qui souffre, s'il n'y a pas de corps, il souffre peut-être pas de la même manière, ou pas du tout. Voilà. Et donc ça aussi, par rapport à tout ce qu'on vit aujourd'hui, l'immédiat nous éloigne du corps, je pense. Voilà. Donc c'est important. Pour être présent, il faut être dans... Soyez dans votre corps. Ouais. Il a tout dit, c'est trop bien. Une clé pour les participants, en prolongation de ce que Damien dit sur le corps, ce serait de se dire, est-ce que j'ai touché les personnes que j'aime aujourd'hui ? Comment je les ai touchées ? Est-ce que je les ai touchées finalement ? Est-ce que j'ai touché mon conjoint ? Comment je l'ai touché ? Mes enfants ? Et quel geste j'ai posé auprès d'eux qui leur dit quelque chose de ma présence auprès d'eux ? Qui leur dit je suis là. Ouais, exactement. Ok. Merci beaucoup, Sophie et Damien. Voilà ce bel échange entre Blanche Trèbe, Damien et Sophie Lutz. J'en retiens quelques phrases. Tout d'abord de Damien, je suis celui qui ne sait pas. Et également, c'est le corps qui nous rend présents. Et de Sophie, leur fille donc lui a donné en tout cas d'être plus indulgente sur elle-même et d'accepter qu'elle ne comprend pas. Et également, peut-on être présent vite ? Excellente question. Et je vous propose de prendre quelques minutes de pause pour réfléchir en silence, notamment à la suite de ce témoignage et à ces quelques questions qui apparaissent à l'écran.
Voilà, je vous propose de vous remémorer un moment où vous avez eu le sentiment d'être vraiment présent à l'autre. Ensuite, quelles dispositions vous avez mises en œuvre pour y parvenir? Et enfin, quels ont été les bienfaits immédiats ou différés de cette présence? Voilà, on prend quelques minutes en silence. Voilà, nous pourrons continuer nos réflexions, notre méditation même, chez nous. Je vous invite à cela en tout cas. Et c'est étonnant, je me disais ça pendant ce silence, que le silence dit beaucoup de notre attention, justement, de notre présence au temps. Voilà, je vous rappelle également que des bénévoles d'Alliance Vita vous proposent des feuilles sur lesquelles vous pouvez écrire vos questions, auxquelles les intervenants répondront, en tout cas à quelques-unes des questions auxquelles les intervenants répondront pendant la table ronde. Je vous invite maintenant à notre dernière intervention de la première partie de la soirée et je vous demande d'accueillir Caroline Roux. Voilà, Caroline Roux, vous êtes déléguée générale adjointe d'Alliance Vita, directrice de Vita International. Vous êtes spécialiste de l'écoute des personnes en difficulté. Vous êtes coordinatrice également des services d'écoute d'Alliance Vita, SOS Bébé, SOS Fin de Vie. Vous avez lancé en 2012 le guide « Je suis enceinte » et vous nous partagez ce soir des clés pour une présence et une écoute bienveillante. Caroline Roux. Alors, bonsoir à chacun d'entre vous. En continuité de tout ce qui vient d'être dit, je dirais que nous constatons à Alliance Vita une immense soif d'écoute de nos contemporains et en même temps la difficulté à se rendre présents les uns aux autres. Et nous le constatons particulièrement quand la vie est fragile. Et c'est ce qui nous a conduit à développer ces services d'écoute, SOS Bébé, pour toutes les questions liées à la maternité, dont a parlé Valérie, et aussi SOS Fin de Vie, pour toutes les questions qui sont liées à la grande dépendance, à la fin de vie, au suicide, au deuil. Alors, comment se rendre présent aux souffrances et aussi aux questionnements de la conscience qui sont rendus complexes aujourd'hui par quand la loi elle-même autorise des atteintes à la vie. Et je dirais plus largement, le chacun fait ce qu'il vaut, qui prévaut dans notre société, peut nous conduire à une forme d'indifférence et laisser un grand nombre sur le bord du chemin. Car il y a un lien profond entre la présence à l'autre et le respect et l'accueil de toute vie. Et à Vita, nous offrons une formation à l'écoute à tous nos membres, tant cette présence est essentielle pour notre temps. Alors, comment se rendre présent ? Se rendre présent, c'est demeurer un temps donné gratuitement. C'est être tout oui,
c'est-à-dire écouter, mais aussi ressentir avec ses émotions, avec tout son corps, avec tout son être. Et comme l'a dit Clotilde, l'infirmière, ce n'est pas d'abord parler, mais ce sont les expressions du visage, les sourires, la tristesse qui peut y être inscrite. C'est des tons de voix. Voilà, tout ça se vit dans la présence et surtout des gestes. Il y a quelques mois, un monsieur dans le métro passe pour demander de l'argent. Il était SDF. Et puis, au bout d'un moment, il s'écrie « Mais personne ne fait attention. Vous avez tous les yeux rivés sur votre portable. » Et à ce moment-là, j'ai relevé la tête et je lui ai souri et il m'a remercié. Et cet homme m'a appris combien on pouvait, à notre insu, mépriser les autres. Et je dirais que par la simple attention, nous exprimons un accueil inconditionnel. J'existe pour l'autre, l'autre existe pour moi, et ce sentiment d'exister pour l'autre, c'est vraiment source de vie. Alors la présence, c'est un combat personnel aussi, car on peut couper court de différentes manières, soit se détourner, fuir, ou bien interpréter ce qui est dit, ou bien se projeter. Moi aussi, j'ai vécu telle histoire, et finalement, on se tourne vers soi-même plutôt que d'être présent à l'autre. La présence aussi est différente de l'immédiateté, qui est une grande tentation actuelle, et vouloir trouver une solution tout de suite. Et c'est amplifié avec les solutions techniques qui sont à notre portée. Je pense à la détresse d'un couple qui était confronté à l'infertilité. Et après des examens, les médecins ont dit « Bon, non, mais vous pourrez avoir des enfants, pas de problème, avec l'IAD. » Alors l'IAD, insémination avec donneur. Et en fait, quand ils ont progressivement compris que l'homme ne serait pas le père biologique, ils ont été extrêmement choqués. Et en fait, ils n'ont pas du tout été écoutés dans ce qu'ils souhaitaient, dans ce qu'ils ressentaient, et ils se sont sentis vraiment abandonnés. Être présent à une autre personne ne veut pas dire que l'on cautionne ce qu'elle dit ou bien que l'on est d'accord, mais qu'on lui donne de la considération et aussi qu'on lui offre un espace où elle va pouvoir exprimer ce qu'elle ressent sans être jugée et enfermée. Et chacun demeure libre. Je pense à des personnes qui s'adressent à nous dans notre service SOS Fin de Vie et qui disent « Je n'en peux plus, je veux mourir ». Et c'est important qu'on puisse entendre ce qu'elles disent sans passer directement à l'acte et en provoquant leur mort, tout en prenant au sérieux cette demande, qu'est-ce qui provoque cette demande et qu'est-ce qui pourrait l'apaiser. Alors ça peut être la solitude, la souffrance existentielle, des douleurs physiques mal soulagées. Mais ça demande une certaine humilité de ne pas se lancer tout de suite dans des réponses toutes faites. Et c'est un point clé, ce n'est pas nous qui avons la solution, mais c'est vraiment les personnes en elles-mêmes. Et une présence bienveillante va ouvrir à la réflexion vers un chemin de vie qui est propre à la personne et qui ne soit pas dans la fatalité et qui est une forme de mort. Alors qu'est-ce qui se joue dans la présence et dans une vraie écoute ? Eh bien, le paquet que confie la personne est déposé, mis à distance. Une femme nous confiait après son avortement « Que ma souffrance soit entendue m'enlève un poids. Je souffre, mais je ne suis plus seule. » C'est aussi la possibilité d'évoquer des émotions, des ressentis vraiment difficiles. Je pense particulièrement à la jalousie, qui est très culpabilisante. Je suis jalouse de toutes ces femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, ou des femmes qui ont vécu un avortement et qui ne supportent plus de voir des femmes enceintes. Et donc, pouvoir déposer, mettre à distance ces émotions, ces ressentis, c'est important, une première étape. Et en réalité, ce n'est pas aux femmes qu'elles en veulent, mais ça fait écho dans leur histoire. Et donc, c'est tout un deuil à faire et qui demande du temps. Alors, quels sont les fruits de la présence ? Eh bien, la personne est allégée, en quelque sorte, et peut progressivement retrouver ses propres forces de vie. Un homme confié il y a quelque temps, c'est quand j'ai pu dire à une personne qui ne me jugeait pas « je veux qu'il meure », en parlant de son bébé dont on avait diagnostiqué une grave malformation pendant la grossesse, que je me suis rendu compte que j'allais trop loin, que ce n'était plus moi. Alors j'ai pu apprivoiser progressivement sa présence et le fait qu'il naisse, ce bébé.
beau fruit de la présence d'un tiers qui a ouvert un chemin pour apprivoiser des peurs, un rejet, sans s'enfermer dans la fatalité. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conseil à donner, à un moment, une parole à donner, mais c'est quand la personne aura pu faire le point avec elle-même qu'elle pourra, dans une confiance réciproque qui se sera créée, qu'elle pourra être rejointe, se sentir rejointe dans son cheminement et sa liberté. Alors ça vaut pour toute situation, même l'éducation des enfants ou toute personne qui se confie à vous des choses qu'elle porte en profondeur. En conclusion, je dirais que la vraie présence est rare et elle se cultive. La présence demande de travailler son intériorité. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je garde dans ma vie des moments de silence intérieur pour me rendre disponible à l'imprévu d'une rencontre ? Cultiver la présence à l'autre ne veut pas dire être dans la fusion, même si on peut pleurer avec ceux qui pleurent, mais c'est se laisser toucher sans être anéanti parce que nous ne sommes pas l'autre. Sur le fond de sujet bioéthique qui nous intéresse, ça ne résout pas tout parce que des multiples influences jouent sur les personnes, les conditionnements de la société, aussi des personnes proches, le compagnon, le père, la mère, le médecin. Donc on ne fait pas toujours le poids par une écoute, une présence qui peut être un peu plus lointaine. Mais nous pouvons, par le fait de se sentir concernés par ce que vivent les personnes qui nous entourent, être vraiment des vecteurs de consolation. Donc être avec celui qui est seul. Et j'ai recherché l'étymologie, ça veut dire rendre entier les personnes. La perle que je voudrais vous communiquer en ce soir, c'est que c'est dans la présence et dans l'attention que se communique la vie. Merci pour votre présence. Merci beaucoup Caroline Roux. Merci beaucoup pour cette dernière conférence de notre première partie de soirée. Je note, merci de nous rappeler que l'écoute bienveillante et sans jugement fait exister l'autre. C'est ainsi que notre première partie de soirée se termine. Je vous invite à rester connectés pour beaucoup d'entre vous, beaucoup de villes parmi vous. Certaines d'entre vous, parmi les villes connectées, vont se déconnecter pour recevoir un témoin local. Nous avons la chance d'avoir pas mal de témoins locaux. Avant de nous déconnecter, je vous informe de quelques consignes. Voilà, parmi les témoins que nous recevons dans différentes villes, des visiteurs de prison, des membres d'associations d'aide aux personnes porteuses de handicap, notamment l'Arche et à bras ouverts, des conseillers conjugaux, notamment. Voilà. Dans le cadre, dans le contexte actuel des États généraux de la bioéthique, ouvert, je vous le rappelle, jeudi dernier, Alliance Vita a lancé une pétition. Une pétition pourquoi ? Pour alerter le président de la République et lui demander de contrer absolument des lois qui viendraient comme de la marchandisation des corps. Cette pétition que vous trouvez sur le site d'Alliance Vita, alliancevita.org, a déjà 11 500 signatures. Donc vraiment, nous vous appelons, nous vous invitons à signer cette pétition et évidemment à la partager autour de vous. Vous recevrez, comme la semaine dernière, un email avec 2 questions et nous vous invitons à y répondre avant jeudi prochain. Voilà ces 2 questions. Quelle est, en un mot, la personne ou le groupe de personnes auprès desquelles j'aimerais me rendre plus présent ? Et deuxième question, en un mot, à quoi pourrais-je renoncer pour me rendre plus présent ? Voilà 2 questions que nous vous invitons à répondre, et en un mot, je précise. Voilà pour les villes qui, parmi nous, reçoivent un témoin local. Nous vous saluons et nous vous disons à la semaine prochaine. Pour toutes les autres villes, je vous invite à rester quelques minutes, le temps d'installer la table ronde à Paris. Merci, à tout de suite.
J'invite Tugdual Derville, François-Xavier Bellamy, Valérie Boulanger et Caroline Roux à me rejoindre sur le podium. Voilà, chers amis, nous continuons cette soirée, cette deuxième soirée, je vais me casser, de l'Université de la Vie, édition 2018. Voilà, nous avons en présence de la parité ce soir. Moi, je suis animateur, donc nous avons vraiment 2 hommes, 2 femmes. Et pour commencer, honneur aux femmes, Valérie Boulanger ou Caroline Roux, pouvez-vous nous partager un beau moment de qualité, de présence que vous avez vécu en écoutant ces femmes au téléphone ou par mail ? Alors un bon moment, d'abord c'est compliqué parce que l'écoute, c'est difficile de la juger. On a des beaux moments parce que ce qu'on reçoit c'est la confiance de l'autre. Et déjà ce premier geste de recevoir dans les bras alors que nous on s'est rendu disponible pour l'écoute, la confiance de l'autre, c'est pas rien. Et c'est déjà un cadeau qui nous est fait et c'est à partir de ça que la rencontre qu'on va vivre va se tisser, va se déployer, et puis que peut-être l'écoute qu'on va pouvoir donner, ouvrir, mais qui vient au départ de cette confiance, parce que les personnes, on ne va pas les chercher, on n'est pas sur leur chemin, on ne leur demande pas de s'adresser à nous, c'est elles qui viennent, et c'est elles qui nous confient leur vie, leur situation. Je crois que c'est ça pour moi l'important de ce qui est beau, voilà, et d'être capable d'accueillir cette confiance, de s'en émerveiller. Et c'est quelque chose que je remarque de plus en plus souvent dans les réponses que font les écoutants du service aux mails qui nous sont adressés. C'est souvent un cri, merci de votre confiance. Et je crois que ça traduit aussi notre ouverture de cœur qui grandit au fur et à mesure qu'on nous fait confiance. Alors du coup, moi j'ai eu le temps de réfléchir. Et m'est venu tout un échange que j'ai eu sur plusieurs mois d'une femme qui avait connu l'avortement. Et elle avait vraiment se dépatouillé. On a essayé vraiment de faire remonter tout ce qui lui venait. Et puis à un moment, je lui avais parlé de quelque chose. Et c'est né que 4 ou 5 mois après qu'elle est revenue et puis qu'elle a dit en fait, ce que vous m'aviez dit, ça a marché. Et en fait, c'est marrant parce que je me suis dit, il a fallu tout ce temps pour qu'elle, finalement, finisse par le découvrir par elle-même. Et parce que moi, je me demandais presque si je ne m'étais pas trompée, en fait. Donc, et j'ai trouvé ça, c'est ce qui me revient. Merci beaucoup à toutes les deux. Une question pour François-Xavier Bellamy. Comment rester présent au présent quand on est déjà en retard sur le futur ? Exemple professionnel, une réunion de retard et un collaborateur qui s'attarde. J'avais plutôt compris la question dans le sens que, regardez du point de vue du monde contemporain, tous les gens qui sont dans cette pièce et qui nous suivent à travers la France sont probablement susceptibles d'être décrits comme étant en retard sur le futur, n'est-ce pas ? C'est vrai que... Alors, question complexe. C'est vrai que nos vies sont faites d'accélération permanente. Cette accélération, nous la vivons aussi chacun dans nos existences. Et à titre personnel, je dois dire que ça représente une forme de souffrance aussi. Le sentiment d'être du coup toujours en retard. Je ne sais pas si vous vivez la même chose. Quelque chose qui me marque beaucoup, c'est l'inflation de la communication. Nous recevons de plus en plus de messages parce que la communication est devenue de plus en plus facile. Et du coup, il se produit ce phénomène que nous sommes structurellement en retard, en quelque sorte en dette par rapport aux autres, parce que nous avons toujours quelqu'un à qui nous devons une réponse. Alors, je répondrai peut-être en 2 sens. La première chose, c'est que je crois qu'il y a forcément une manière d'attention à l'autre qui est témoignée par le fait d'être présent avec lui au moment où il nous attend,
Et c'est vrai que c'est certainement un défi pour beaucoup d'entre nous, qui n'est pas seulement un défi extérieur, qui est aussi un défi intérieur. Et le fait d'être vraiment au rendez-vous de la rencontre, c'est quelque chose par quoi nous témoignons à l'autre de cette attention que nous lui devons. Mais de l'autre côté, il est certainement aussi nécessaire de faire preuve de patience, d'indulgence, d'une forme de compréhension de ce que le temps de nos vies est parfois saturé d'impératifs qui ne sont pas essentiels et qui pourtant nous préoccupent légitimement. Et je pense qu'il va falloir que nous apprenions à maîtriser ce nouveau temps de la communication et que nous apprenions aussi le sens du pardon. Hannah Arendt, qui est une très grande philosophe de la condition de l'homme moderne, disait que le propre de l'inscription de l'homme dans le temps, c'est que cet engagement dans une temporalité qui est ouverte à la conscience, qui n'est pas seulement celle de l'instantané, c'est la condition pour que l'homme soit un être à la fois de promesse et de pardon. Eh bien, nous devons pouvoir nous faire des promesses, et nous devons pouvoir être au rendez-vous de ces promesses, mais nous devons aussi apprendre à nous pardonner les uns les autres, c'est-à-dire à nous libérer aussi, comme Caroline le décrivait tout à l'heure, de ce temps que nous avons vécu et qui parfois peut-être a laissé le souvenir des rendez-vous manqués. L'homme est un être de promesse et de pardon, et c'est ces deux rapports au temps, ces deux éléments qui nous sauvent de la pure immédiateté qu'il nous faut sans doute redécouvrir pour apprendre à pardonner aux autres les rendez-vous manqués et puis à nous pardonner à nous-mêmes parfois tout ce que nous avons laissé passer de ce temps qui nous était donné. Merci François-Xavier. Tugdual, une question. En quoi le transhumanisme et cet espoir de l'homme éternel peut mettre en danger notre présence au temps ? Si j'ai bien écouté François-Xavier Bellamy, d'une certaine manière, l'immortalité terrestre, c'est l'enfer. C'est-à-dire, il n'y a plus de vie. C'est la mort, finalement. C'est quelque chose de comme fossilisé. Je réfléchis un petit peu en ce moment au destin des embryons congelés, qui sont congelés parce que y a une résonance entre le désir des parents de donner toutes les chances à la naissance d'un enfant et le désir des médecins de donner toutes les chances aussi. Et voilà, et on a 220 000 embryons congelés. Voilà, quelle est leur utilité? Traités comme des choses, traités comme des produits de laboratoire désormais en France. Il préfigure, je pense, cette mutation transhumaniste, l'idée d'utiliser finalement la technique pour transformer l'homme. Et effectivement, le transhumanisme qui vend l'immortalité, François-Xavier citait Hannah Arendt, elle disait également que la mortalité est le cachet de l'humanité. Et donc effectivement, il y a quelque chose de complètement déshumanisant à imaginer cet homme immortel. Je ne pense pas tellement que l'immortalité terrestre nous menace. Je pense plutôt que c'est son fantasme qui nous menace. Et c'est pour ça que j'étais les embryons congelés. Il me semble être comme déjà l'archétype des victimes de ce fantasme d'immortalité. J'ai acheté un livre qui date de 1965, préfacé par Claude Bernard, L'homme est-il immortel ? Et dans la 4e de couverture, on annonce l'immortalité par cryogénisation dans les 5 années. Donc c'est-à-dire en 1969. Voilà, c'est pas arrivé. Mais le fantasme est toujours là. Voilà, le fantasme d'un être qui serait affranchi de toute idée d'éternité par une immortalité, au fond, qui effectivement ressemble à l'enfer, à mes yeux. Une question voilà, pour tous. Qu'est-ce que vivre la plénitude de l'instant présent lorsque c'est avec la nostalgie du passé ou le fantasme du futur ? Qu'est-ce qui est qu'est-ce que c'est que de vivre la plénitude de l'instant présent lorsqu'on est avec la nostalgie du passé et le fantasme du futur ? Décidément, il y a des très grands philosophes dans le public de Vita. C'est merveilleux. Je voudrais juste revenir très rapidement sur ce que disait Tugdual à l'instant et qui est vraiment très important. Ça contribue aussi à répondre à la question posée. Il y a une très grande différence entre l'immortalité et l'éternité. Le transhumanisme ne nous promet pas l'éternité, tout simplement parce qu'il ne peut pas nous le promettre. Il tente de nous promettre l'immortalité, c'est-à-dire, comme le dit Laurent Alexandre, la mort de la mort, la suppression de la mort. Mais la suppression de la mort, ça n'est pas l'éternité, c'est le fait d'avoir devant soi un temps infini, et non pas l'absolu de la présence. Cette immortalité, elle signifierait non pas seulement la mort de la mort, mais... Et ça, c'est ce que nous croyons profondément, et c'est ce dont il va nous falloir témoigner avec ardeur. Elle signifierait aussi la fin de la vie humaine. Parce que la vie humaine, nous dit Hannah Arendt, est marquée par la mortalité, mais elle est surtout marquée
par la natalité. C'est-à-dire le fait que de nouveaux humains ne cessent de naître et de faire entrer leur liberté dans le monde. Le fait qu'il y ait parmi nous ce soir des générations différentes et que ces générations différentes soient ce par quoi passe dans l'histoire la mémoire des hommes, cela c'est ce qui fait la condition humaine. Et rompre avec la mort, ce serait rompre avec la condition humaine. Et d'une certaine manière, supprimer la mort, ce serait aussi supprimer la vie humaine. Basculer dans une vie profondément inhumaine. C'est ce que disait le philosophe Hans Jonas dans les années 70 quand il disait « L'humanité n'a pas droit au suicide. Ça ne se justifie pas, c'est comme ça. Nous devons transmettre à ceux qui nous suivront la condition humaine dont nous avons hérité. Parce qu'elle est bonne. Nous devons la leur donner. » Et il y aurait deux manières pour l'humanité de se suicider. La première manière, ce serait de se détruire. Par exemple, à l'époque, c'était le paradigme le plus inquiétant. Si tout l'arsenal nucléaire explosait à la surface de la Terre, la vie humaine deviendrait impossible. Aujourd'hui, on voit bien que la question du climat, la question de l'écologie nous inquiète quant au devenir de notre environnement et à son caractère habitable par l'homme. Mais il y aurait, disait Jonas, une autre manière de supprimer la vie humaine sur Terre. Et ce serait de l'augmenter, jusqu'à en faire la vie d'un robot dans le corps d'un être humain. Dans un corps qui ressemblerait à celui d'un être humain, mais qui ne serait plus une vie humaine. Et donc cette question fondamentale, elle nous renvoie à la distinction entre l'immortalité et l'éternité. Alors qu'est-ce que c'est que l'éternité ? L'éternité, ça n'est pas l'infinité du temps, l'éternité c'est l'absolu du présent. Alors de fait, tout à l'heure on a fait ce petit exercice, à quelle personne avez-vous été réellement présent récemment ? Je ne sais pas vous, mais moi j'ai trouvé cet exercice assez traumatisant. Parce que je me suis dit, dis donc, il va falloir que je remonte loin dans mes souvenirs. En fait, c'est vrai que c'est très difficile d'être absolument présent à ceux qui sont autour de nous. Et pour y regarder de plus près, nous verrons bien que nous ne sommes jamais absolument présents à l'instant présent. Effectivement, comme le dit celui qui a posé la question, ou celle qui a posé la question, nous sommes toujours pris à la fois dans le souvenir du passé et en même temps dans l'attente de l'avenir, et c'est ce qui fait notre condition temporelle. Et d'une certaine manière, nous n'avons pas à nous en vouloir d'être des êtres humains, c'est-à-dire des êtres imparfaits, limités, et dont l'accès même au présent est limité. Vous voyez, on peut se dire parfois c'est terrible, le passé est parti, c'est catastrophique, l'avenir n'est pas encore là, mais le présent lui-même, il est si difficile d'y être authentiquement présent. Alors je crois qu'il faut faire un travail intérieur, il faut lutter contre tout ce qui pourrait nous empêcher d'être authentiquement présents autant. Il faut aussi nous éduquer nos enfants, ceux qui nous suivront, à cette capacité d'attention qui, je le disais tout à l'heure, est si fragilisée aujourd'hui. Mais nous ne devons pas nous en vouloir non plus du fait que notre présence est toujours imparfaite. Malgré tous nos efforts, nous savons que nous demeurerons toujours imparfaits, et peut-être précisément que c'est dans ces instants du présent qui nous sont donnés que nous pouvons déjà faire l'expérience de ce qui sera demain, l'éternité peut-être. Du coup, ce qu'a dit François-Xavier a fait réfléchir à la question initiale. Et je me dis que soigner la nostalgie ou soigner une attente éperdue, c'est justement cette présence qui le permet. Plutôt que de se rendre présent à ce qu'on fait, ça peut être le jardinage par exemple, avec son corps, va soigner cette espèce de fièvre de regret ou d'attente. Et le corps, je pense que Damien Lutz, lorsqu'il évoquait dans son témoignage la nécessité de se rendre présent par son corps, vient nous rappeler à quel point la société écranique rabougrit nos corps. À deux doigts qui scrollent sur 90 mètres par jour, paraît-il, etc. Et donc, être présent avec tous ses sens. Moi, j'aime bien ce que dit le docteur Vitoz, être présent avec tous ses sens, sentir l'air qui passe, voilà de quoi me soigner de ma nostalgie fiévreuse et de ma désespérance, peut-être. Caroline, non. Pour Valérie, vous parlez de fœtus mis à distance ou chosifié, mais en cas d'IMG, donc d'interruption de grossesse, médicale de grossesse, bien sûr, l'enfant est reconnu comme tel et on accepte qu'il meure avec un processus de deuil proposé aux parents. A-t-on passé un nouveau stade ? Ne sommes-nous pas déjà dans l'euthanasie ? Question difficile. Mais souvent, ce processus de mise à distance et de dépersonnification du bébé qui est porté et sur lequel on a détecté une malformation, il est bien réel et il est bien en jeu. Même si on sait que c'est un bébé, quand on apprend une maman qui apprend à 5 mois de grossesse que le bébé qu'elle porte, il est porteur d'un lourd handicap, d'une maladie, d'une trisomie 18 par exemple, c'est plus son bébé, c'est plus le bébé qu'elle a imaginé, qu'elle a porté, c'est la trisomie 18 qui prend toute la place quand on lui annonce tout ça. Et il y a
voilà, cet effet, il y a la sidération, il y a l'effet de déréalisation, il y a l'effet de mise à distance, parce que c'est insupportable, c'est un vrai scandale d'imaginer que le bébé dont peut-être on a rêvé depuis longtemps, celui qu'on porte, celui avec lequel on était en relation, qui s'est tissé dans nos entrailles, et ben ce bébé-là, en fait, c'est une trisomie 18. C'est inimaginable, c'est inhumain de l'accueillir. Et donc ce phénomène, il vient aussi protéger. Et même si on sait que c'est un bébé, mais ça n'est plus le nôtre. Ça n'est plus celui que la femme porte ou que le couple a accueilli et qu'il se préparait à accueillir. Voilà, alors l'euthanasie, je sais pas. Je pense pas qu'on puisse parler de ça, mais je crois que c'est important de comprendre cet immense choc. Voilà, et puis après de pouvoir l'accompagner, parce qu'il y a tout le travail de se reconnecter à son bébé, peut-être d'être des parents qui s'installent comme étant des parents qui veillent un enfant malade, plutôt que qui le portent. Il n'est pas encore né, mais ça souvent ça aide énormément les parents de se poser en parents veilleurs d'un enfant malade et souffrant, et puis de l'accompagner. Du coup, la question ne se pose plus. Alors que ce qui est vraiment douloureux et difficile, souvent dans les cas d'IMG, c'est cet impératif reposer tous les jours, parce que on peut arrêter une grossesse jusqu'à la veille de l'accouchement. Donc c'est tous les jours qu'il faut décider de continuer, qu'il faut décider de le garder. Donc le travail de faire face, de s'adapter, d'accueillir, de reprendre possession de son enfant, il est vraiment important. Et il a besoin de beaucoup de soutien et de beaucoup de présence tout autour. Caroline ? Oui, je voudrais juste rajouter qu'on voit bien dans les couples qui s'adressent à nous, ils voient cette proposition d'interruption médicale de grossesse comme une décision médicale. Et pour eux, ils sont plus dans le choix, mais dans cette proposition médicale qui est proposée par les médecins. Donc voilà, on n'est pas. Mais par contre, sur la question de l'euthanasie, c'est pas complètement faux. C'est pas comme ça qu'ils le vivent, mais on a vu des propositions de loi d'euthanasie après, juste à la naissance. 2-3 jours après la naissance, je sais plus comment ça s'appelait, J+3, voilà, J+3, c'était une proposition de médecins en disant il faudrait qu'ils puissent quand même naître, et puis quand on découvre le handicap, qu'on puisse arrêter la vie de ses enfants. Donc c'est quand même en prolongation, c'est l'euthanasie, c'est sûr. Tuc Duhal, comment être solide dans ses convictions et à la fois se remettre en question ? J'ai essayé d'évoquer le fait que finalement, quand on est solide intérieurement, on peut aller très loin. Et c'est vrai, ça ressemble un petit peu à ce qui se passe pour les écoutants. Moi, même si, bien sûr, on n'adopte pas la posture du sauveur, je suis ancré dans ces convictions pour la vie, attaché finalement fermement à la terre ferme. Et je peux du coup aller dans les tempêtes avec la personne sans craindre de m'y noyer. Donc je peux être ballotté avec la personne, je peux être avec ses émotions. Je peux aller jusqu'à verser des larmes avec ceux qui pleurent. Je peux aller jusqu'à entrer avec elle dans des doutes, dans des inquiétudes, des angoisses. Je veux dire, d'écoutants qui s'étaient vraiment, à un moment donné, dit, mais comment pourrait faire la personne ? Je ne suis pas elle. Elle a des forces de vie pour s'en sortir dans sa tempête. Mais si je suis ancré moi-même, solidement attaché, disons, à ses convictions, alors je peux me laisser vraiment secouer, sans craindre de me détacher de ces convictions auxquelles je suis attaché au plus profond. Et de ce fait, si une personne me dit je veux euthanasier mon père, je vais répondre avec une reformulation empathique. Vous voulez euthanasier votre père ? Voilà, sans inquiétude, sans réaffirmation, sans effroi. Il y a beaucoup de façons de le dire. Ce qui va permettre à la personne de pousser plus loin. Voilà, parce que la vie qu'il vit est impossible. La vie qu'il vit est impossible. Bon, là, je reformule un peu brutalement, si j'ose dire, et petit à petit, on va se rendre compte qu'il y a le vrai motif, le vrai mobile, la vraie raison de l'euthanasie, elle va être exprimée, ou du désir, ou de la tentation d'euthanasie, elle va être exprimée parce que j'aurais écouté, parce que j'aurais accueilli l'émotion. Voilà. Et peut-être même chose dans un débat où je vais essayer d'accueillir l'émotion de celui qui est en face en profondeur, sans trop avoir peur de me laisser déranger dans mes certitudes, puisqu'elles sont finalement tellement ancrées. Une question, est-il judicieux pendant l'Université de la vie d'inviter les participants à tweeter pendant les interventions ? Ne serait-ce pas un bel exemple de manque d'attention ?
Moi, en fait, quand on tweet, on est obligé de faire attention, et quand même pour bien citer. Donc moi, souvent, ça me force à l'attention, mais je n'ai pas tweeté. Et moi, ça m'énerve quand je vois qu'on tweete des mots que je n'ai pas dit, ou des phrases, c'est pas exactement ce que j'ai voulu dire parce que ça a été interprété. Voilà. Mais enfin, ça énerve tout le monde, je pense, quand on a ce genre d'événements. Je pense que les réseaux sociaux sont un beau lieu pour le témoignage, et aujourd'hui, il est important d'être présent aussi sur ces lieux virtuels, parce que c'est aussi par là que des messages peuvent passer. Je l'ai vécu toute la journée à la suite d'une parole que j'ai eue hier sur un plateau de télévision qui a suscité beaucoup de messages et d'échanges aujourd'hui. Et donc je pense qu'il y a vraiment une fécondité dans la parole que nous pouvons porter, mais il faut se souvenir que ce sont des lieux publics aussi. Et donc ça nous impose d'avoir cette exigence dans la manière de parler, dans la manière de s'exprimer dont parlait Tugdual à l'instant. Je voudrais juste répondre très rapidement à ma manière à la question qui était posée tout à l'heure. Pardon si je suis un peu brutal, mais j'espère que personne ici n'est là pour défendre ses convictions. Ça, c'est le raisonnement de ceux qui ne croient pas qu'ils sont en train de servir une vérité qui les dépasse. Nous ne défendons pas nos convictions, nous cherchons la vérité. Et si nous parlons de ce qui nous tient à cœur, c'est parce que nous croyons très profondément que ce qui nous tient à cœur est vrai. Moi, j'espère que si je me rends compte que mes convictions sont erronées, je les abandonnerai instantanément. Ce qui compte, ça n'est pas de défendre ses convictions, ce qui compte, c'est de partager la vérité. Et c'est aussi ce qui peut nous ouvrir à l'autre, parce que, contrairement à ce que nous dit le relativisme contemporain, il n'y a pas ma vérité, ta vérité, sa vérité. La vérité est justement notre lieu commun. Et donc nous ne devons pas défendre nos convictions, ça nous coupe instantanément des autres, parce que les autres n'ont pas les mêmes convictions que nous. Mais nous devons chercher avec eux la vérité, et tout ce que dit Tugdual correspond en philosophie à l'optimisme d'un philosophe comme Aristote, qui était profondément convaincu que l'intelligence humaine est faite pour la vérité. Là, il y a beaucoup de choses que vous savez être vraies. Par exemple, en ce moment, à Paris, à l'heure où nous parlons, il fait nuit. Vous savez qu'il fait nuit, c'est vrai, c'est une vérité, c'est conforme à la réalité. Si vous vouliez vous convaincre vous-même qu'il fait jour, vous n'y arriveriez même pas. Vous ne pouvez pas transformer dans votre esprit une vérité en la remplaçant par une erreur, parce que nous tenons tellement à la vérité. Et par conséquent, comme tout être humain est fait pour la vérité, comme l'esprit humain est configuré pour la vérité, comme le tournesol est tourné vers le soleil, ce qui n'enlève pas le fait que parfois des tournesols se tournent du mauvais côté et que parfois il nous arrive de nous tromper, eh bien nous pouvons fonder tout notre espoir sur le fait que l'autre qui est en face de nous, lui aussi aspire à la vérité. Mais nous ne sommes pas là pour défendre nos convictions. Et il ne faut surtout pas opposer le fait de servir ce qui nous tient à cœur et le fait de le remettre en question, de dialoguer avec l'autre. Parce que si nous croyons sincèrement à ce que nous disons, nous n'avons aucune raison de redouter le dialogue. Celui qui redoute le dialogue, celui qui défend ses convictions, c'est celui qui ne croit pas assez à ce qu'il dit. Et donc si nous croyons vraiment à ce que nous disons, alors nous devons bien être conscients que ce que nous défendons, ça n'est pas une conviction qui serait la nôtre, mais quelque chose qui ne nous appartient pas et qui est infiniment plus grand que nous. Une dernière question pour les membres de l'équipe nationale de Vita. Les lois bioéthiques qui vont être promulguées par les instances législatives et exécutives n'iront probablement pas dans le sens souhaité et attendu par Alliance Vita. Probablement. Comment Vita et autres groupes associés vont-ils réagir? Quelles actions sont prévues? On ne va pas insulter l'avenir, qui est très incertain, tout peut arriver. Bien sûr, on s'implique très fortement. On essaie de proposer des débats qui sont très occultés. Je pense particulièrement au débat autour de la question de l'infertilité, de ses causes, de ses stratégies thérapeutiques. Voilà, tout ça, ça va nous permettre de saisir l'opportunité finalement de ce débat que nous n'avons pas choisi pour porter une parole de vérité sur des sujets trop souvent occultés, l'accueil du handicap en particulier, la souffrance d'un pays où il y a un eugénisme considérable, etc. Ensuite, bien sûr, on va être auditionné par le comité d'éthique, par l'Académie de médecine, par le CESE très prochainement, sur différents sujets. Ça va nous permettre aussi de faire entendre notre voix. Nos membres sont encouragés, comme chacun, à participer au débat dans les espaces éthiques. Et le fait justement d'être ancré dans quelque chose de très fort, comment dire, qui nous dépasse et qui est universel, nous donne envie de porter la voix des plus fragiles dans ces débats, alors qu'ils sont souvent ces débats saturés par des revendications finalement de quelques-uns, un petit peu égotiques, parce que mus par une souffrance qui anesthésie la conscience et l'accès à la vérité. Du coup, on a vraiment tout un champ de déploiement possible pour y proposer et promouvoir ce respect
respect du plus fragile, qui est une des clés fondamentales de toute civilisation, et chacun devrait pouvoir s'entendre là-dessus. Et après, nous savons aussi que la phase ultime et politique est marquée par des rapports de force. Ultimement, c'est le président de la République, c'est pour ça qu'on a lancé une pétition à son endroit. Et d'une certaine manière, il peut y avoir les États généraux qui débattent de tout, mais le politique, pendant ce temps-là, réfléchit à quelques points, essaie de les faire avancer. Voilà. Demain soir encore, moi je vais avoir aussi un débat à la radio, mais on ne va pas rester focalisé sur les thèmes qu'on nous impose. On va essayer de poser les questions qui s'imposent, et je crois qu'alors on va pouvoir finalement faire avancer effectivement cette vérité, sans savoir qui récoltera le moment venu. Les lois en tant que telles, bien sûr, on peut les combattre lorsqu'elles ont pour objet, et c'est un peu le risque de la gîte propre des États généraux, d'effacer une à une les digues, et la loi qui efface une digue fragilise la digue suivante. On en est parfaitement conscient. Et en même temps, la lumière d'une vérité dite, c'est tout l'honneur de notre travail, tout l'honneur aussi des politiques qui osent le dire, rayonne dans les ténèbres, je dirais, pour l'éternité, je crois, et de ce fait peut avoir des conséquences qui nous dépassent absolument. Et ça, c'est une grande joie de savoir que quelques-uns, parfois, peuvent porter une parole qui sauve l'honneur de tous. Je voudrais juste souligner, je ne sais pas si on l'a dit, en fait, on vient de lancer une grande pétition contre le marché de la procréation. Et c'est une manière de mettre ce sujet sur le tapis. Et cette pétition, c'est pas simplement pour se faire plaisir, hein, c'est quelque chose qu'on va faire peser auprès des politiques, auprès du président de la République. Et puis je voudrais dire aussi par rapport aux convictions et par la recherche de la vérité, il arrive que, heureusement, on travaille aussi avec des parlementaires et qu'ils aussi peuvent rechercher la vérité. Et ça nous est arrivé de travailler sur des amendements à des lois. Donc il y aura un travail de notre part vraiment jusqu'au bout et sans jamais penser que les choses, voilà, ça serait dans l'inéluctable. Merci beaucoup Caroline Tugdual, Valérie, François-Xavier pour cette table ronde. Un grand merci pour votre présence, notamment François-Xavier. C'est ainsi que se termine cette deuxième soirée de l'Université de la Vie. Merci beaucoup à vous d'être venus si nombreux à Paris, également dans toutes les villes où cette table ronde également est retransmise. Je vous rappelle quelques informations. L'email que vous allez recevoir demain avec ces deux questions auxquelles nous vous invitons à répondre. Également, rendez-vous évidemment la semaine prochaine, lundi 29 à la même heure, à 20h15, ici à Paris et également partout en région et à l'étranger. Une librairie se trouve ouverte pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de villes parmi nous et notamment à Paris. C'est donc la fin de cette soirée. Nous vous remercions beaucoup de votre attention et de votre présence et à la semaine prochaine.